Chers internautes, bonjour. Si vous venez de vous connecter, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue dans cette émission qui vous replonge au cœur de l'actualité nationale. Pour l'émission de ce jour, nous allons aborder quelques faits saillants, notamment la délibération des résultats du BEPC session 2021, le bradage des 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi et surtout la rocambolesque affaire de détournement ou de mascarade financière de près de 14 milliards à l'Agence nationale de transport terrestre. Mesdames et messieurs, veuillez ne pas vous déconnecter et tout de suite, la revue de presse. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition de la revue hebdomadaire. Les candidats à l'examen de BEPC 2021 sont déjà fixés sur le sort. Les résultats sont disponibles depuis le 14 juillet dernier et les différents quotidiens en ont fait un large écho. C'est le quotidien L'Autre Vision qui ouvre le bal et annonce un taux d'admissibilité de 60,50% au plan national. Les 4 vérités nous informent quant à lui que le département du Plateau vient en tête avec 68,73% de taux de réussite, tandis que le Koufo vient en deuxième position avec 68,53%. Dans cette même dynamique, Fraternité se veut très observateur et conclut tout simplement que le département du Plateau a surpris alors que celui de l'Ouémé inquiète fortement. Ce qui inquiète, ce n'est pas seulement la baisse du taux de réussite dans le département de l'Ouémé. C'est aussi la cherté de la vie qui continue d'agiter l'opinion publique. Fraternité constate que les prix sont toujours en hausse sur les marchés. À ce sujet, le quotidien Soleil Bénin Info porte à l'attention des pouvoirs publics que malgré l'interdiction du gouvernement, les produits de grande consommation comme le gari et le riz continuent d'être exportés à volo. Matinal, quant à lui, se propose de rappeler à ses commerçants véreux les sanctions qu'ils encourent. Ce n'est pas seulement ces commerçants véreux qui encourent des sanctions, puisque le Béninois libéré précise en sa manchette que, convoqué à la criette pour l'affaire de bradage de 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi, le préfet Jean-Claude Kodja et le ministre Barnabé Dassigli sont sur le chemin de la prison. Dans le même temps, le maire nous rapporte que dans cette affaire de bradage de parcelles, le maire Georges Bada a plaidé non coupable. Mais pour mieux nous situer dans ce dossier, le grand jury et le télégramme nous conseillent de patienter encore quelques jours puisque le procès est renvoyé au 13 juillet prochain. Au sein du conseil communal d'Abomey-Calavi, la patience semble ne pas être la chose la mieux partagée. C'est le quotidien Le Béninois Libéré qui nous rapporte l'information et affirme d'emblée que les conseillers BR vont tenter de sauver la rupture d'un naufrage prémédité par l'UP. Notre époque indique à ce propos que les conseillers BR ont fait une sortie médiatique pour dénoncer le maire Angelo Oussou. Le challenge trouve simplement que ces conseillers BR s'opposent aux efforts du maire Arwandinou et au développement de la commune d'Abomey-Calavi. Pour le quotidien Soleil Bénin Info, cet acharnement politique gratuit ne dérange nullement le maire Angelo Arwandinou qui reste toujours imperturbable. Dans le même temps, ceux qui sont dérangés et qui ne savent plus où donner de la tête, c'est bien l'ex-DG Anat Thomas Agbeva et sa bande qui sont impliqués dans un lourd dossier de détournement de plus de 13 milliards. Le quotidien béninois Libéré nous rapporte l'information et affiche en sa manchette que Agbeva sniffe 13 milliards 600 millions à la natte. Alors que le challenge parle d'une bouffe gargantuesque de près de 14 milliards, l'indépendant invoque plutôt un cas de grave régularité. Fraternité, au regard de ce constat, affirme que la corruption a la peau dure, mais le chef de l'État, Patrice Talon, est doublement déterminé. L'autre vision, lui, précise que le gouvernement Talon est sans pitié dans la lutte contre la corruption. En pêle-mêle, c'est le quotidien Alternative qui fait un tour dans la commune de Semekpodji et annonce que le maire Jonas Benameto
fait de grandes confidences sur les performances réalisées ces derniers mois au niveau de l'exécutif communal. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis et à samedi pour un autre numéro avec le même engagement. Mesdames et messieurs, sans transition, nous allons faire un tour à la régie pour recevoir notre invité de la semaine dans Instant Débat. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Instant Débat pour décrypter l'actualité socio-politique nationale. Nous avons ici en plateau M. Adoukonou Antoine, qui est un membre très influent du bloc républicain. Monsieur Antoine, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être en plateau avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, pour décrypter l'actualité socio-politique nationale, le premier sujet que nous allons aborder et qui frappe l'œil et qui suscite beaucoup d'interrogations, c'est d'abord la cherté de la vie. En tant qu'acteur politique, comment est-ce que vous analysez la cherté de la vie? Je crois que c'est un problème beaucoup plus technique que politique, même si ce sont les politiques qui sont interpellés en premier rang, parce que étant les acteurs dirigeants des politiques publiques. Technique parce que notre sécurité alimentaire, vous le savez, n'est pas encore totale. Nous arrivons à produire, mais ce que nous produisons, ça ne suffit pas, et nous importons aussi. Et malheureusement, nous exportons aussi. Et nous avons même des accords avec le Grand Nigeria pour exporter des produits, des céréales. Donc, pour bien apprécier la situation, nous allons essayer de voir ces trois différents aspects du dossier. C'est-à-dire la production locale, la question des importations et bien sûr la question des exportations. Parce que s'il y a une hausse des prix, c'est tellement qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. C'est pourquoi il faut voir vraiment là où se situe le problème et ce qu'il faut faire aussi. En ce qui concerne la production locale, je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, elle est insuffisante et il doit falloir que les politiques agricoles s'améliorent au niveau du gouvernement pour booster la production locale. En ce qui concerne les importations, je peux dire qu'il y a une situation conjoncturelle que tout le monde connaît, la Covid-19 qui a frappé l'économie mondiale. Et vous savez que dans ce cas de figure, les coûts d'assurance de fret au niveau de l'importation ont augmenté un peu partout dans le monde parce que la question des frontières est devenue une question essentielle et pour traverser les frontières, ce n'est pas facile. Donc les coûts d'assurance ont connu légèrement de hausse et par conséquent, nous allons une implication d'élévation des coûts de revient, ce qui agit sur les prix à l'arrivée. Donc, alors, tout à l'heure, vous étiez en train de parler d'importation et d'exportation. Le gouvernement a pris des mesures pour que ce qui est produit localement ne soit plus envoyé à l'extérieur. Mais nous constatons malheureusement qu'il y a des commerçants véreux qui continuent de s'adonner à cette pratique malencontreuse. Est-ce que vous pensez que le gouvernement ne doit pas taper du poing sur la table pour ranger ces commerçants véreux-là? Bon, moi, j'appréhende le plan d'abord en tant qu'économiste. Je ne le vois pas je n'apprécie pas seulement du point de vue politique. La décision qui est prise par le gouvernement reste à analyser de façon relative. Parce que cette décision, c'est vrai, puisque je vous ai dit tout à l'heure que certainement qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc, en empêchant qu'on continue de faire des exportations, ça permettra forcément de freiner un peu l'exportation et donc d'augmenter l'offre à l'intérieur. A priori, c'est une bonne décision.
ça va avoir ses effets. Mais les effets ne peuvent pas être immédiats parce que il y a plusieurs facteurs qui sont en jeu. Le premier facteur, c'est quoi? Vous savez que le gouvernement a évoqué également la question de la rareté des pluies. Et vous savez que cette question de rareté des pluies est sous-régionale. Ça veut dire que ce n'est pas le Bénin seul qui connaît le problème. À partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? Les agents économiques, ou du moins les producteurs ou bien ces commerçants sont restés dans l'anticipation que parce qu'il n'y a pas plu, les produits vont se faire rares. Et de ce fait, et certains ont gardé de sortir les produits, ou bien il y a eu de la surenchère au-delà de nos frontières. Et donc, en faisant cette transaction pour payer moins cher ici, aller vendre plus cher là-bas, il y a déjà ceux qui ont fait des stocks et qu'ils ont pris des stocks à un coût un peu élevé. Donc, ce n'est pas facile pour eux, même si on arrête l'exportation, de diminuer facilement le coût puisqu'ils étaient dans la transaction. Deuxième élément, vous savez, les agents économiques sont très anticipatifs. Au moment où le gouvernement, puisque le problème a surpris plus d'un, donc il n'y a pas eu des études approfondies pour qu'on puisse de façon technique dire les choses, nous ne faisons que des conjectures. Au moment où les commerçants faisaient cette transaction, ils ne sont pas aussi bêtes, ils sont aussi dans l'anticipation qu'un jour, le phénomène va apparaître et le gouvernement va prendre des mesures. Et la première mesure, ça va être d'interdire les exportations. Dans cette anticipation, certains auraient fait des exportations et même stocké de l'autre côté, tout en sachant qu'au moment où on va prendre la décision, il va continuer ses affaires là-bas, vous voyez. Donc ça veut dire quoi? Cette décision est intervenue, c'est très bon, mais quelle était la quantité encore de produits restant sur le marché qui permet d'aller vers la régulation des prix? Et donc vous allez voir que ça ne prend pas immédiatement, ça va prendre un peu de temps. Ce qu'on peut dire, ce que moi je peux dire, premièrement c'est d'être un peu patient parce qu'il y a les nouvelles pluies, voilà, il y a les nouvelles récoltes. Donc d'ici un mois, 2 mois, avec les nouvelles récoltes, le marché même va s'équilibrer de lui-même. Deuxième chose, j'aurais recommandé au gouvernement, en supprimant l'ONASA, j'ai cru que ça doit être un peu jeter le bébé et l'eau, parce que l'ONASA, avec les problèmes de mauvaise gestion, d'accord, en supprimant, le gouvernement devait en principe penser à d'autres politiques, toujours pour avoir des stocks tampons. Parce que vous savez, l'ONASA est une structure régulatrice du marché, parce que ça fait profiter même aux producteurs qu'aux consommateurs, parce que nous pensons seulement aux consommateurs et nous oublions les producteurs, qui sont aussi des citoyens. Vous voyez. Donc, au moment où il y a abondance sur le marché, l'ONASA intervient, il rehausse un peu le prix pour l'acheter, ça profite aux producteurs. Et au moment où les produits se font rares et les prix vont pouvoir croître de façon exponentielle, l'ONASA intervient pour mettre le stock sur le marché pour baisser aussi le prix. Alors nous voyons que c'est un problème assez complexe et les Béninois devront s'en accommoder encore pour quelques jours, quelques mois. Quelques mois. Oui. Et c'est dans ce même temps où manger devient un véritable casse-tête pour les Béninois que certaines personnes placées à des postes de responsabilité se permettent de distraire les ressources de l'État à volo. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je crois que c'est une situation très compliquée, surtout pour nous les acteurs politiques, dits de la rupture, puisque nous disons que nous voulons rompre avec le passé, mais malheureusement les comportements, je suis tenté de dire, la peau dure. Et nous voici dans une situation très très délicate où ça doit faire interpeller chaque Béninois à ne plus voir la personne du président Patrice Talon, mais à voir ce qu'il entreprend en luttant contre la corruption, les avantages que le Béninois même a dans cette lutte-là. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, dans cet environnement où
peut-être manger 3 repas par jour un problème réel, vous entendez que on siphonne les fonds de l'État à hauteur de près de 13 à 14 milliards dans une seule agence. Et je crois que c'est une situation qui doit nous interpeller. Mais ce qui est important, c'est que le gouvernement, que je félicite au passage à travers son conseil de ministres de mercredi, c'est que les agents impliqués sont déjà dans les mailles de la justice. Et je crois que le droit sera dit, et ceux qui sont, si les faits sont avérés, les peines pénales vont suivre. C'est ce qui est important. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas empêcher les gens de voler, de dilapider les fonds, puisque nous on a mis des mesures, mais l'homme fera. C'est que dès que l'événement intervient, il faut que les punitions suivent pour servir d'école pour les autres. Oui, nous voyons que vous êtes en train de féliciter d'abord le gouvernement pour le travail abattu qui relève tout simplement de la lutte contre la corruption. Mais que pensez-vous de ceux-là qui pensent que c'est juste pour sauver la face que le gouvernement fait ça, qu'il y a encore les gros morceaux qui sont tapis dans l'ombre? C'est une question qui me revient souvent, mais ce que je dis, c'est que le gouvernement, vous savez, pour qu'il y ait des audits, c'est qu'il faut des signes. Lorsqu'il y a des signes que le gouvernement voit, le gouvernement va intervenir. Mais lorsque on n'a aucun signe, on ne sait pas ce qui se passe là, souffre que on ne puisse pas tout le temps rester dans une position où on pense que tout le monde gère mal. Non. C'est lorsqu'on a des preuves, lorsqu'on a des signes, lorsqu'on a des dénonciations, lorsque vous, les journalistes, vous faites bien votre travail et que vous dénoncez, et que le gouvernement est au courant, ce gouvernement, je crois qu'il ne tardera pas à taper du poing sur la table. Espérons alors que le gouvernement prenne les décisions pour qu'à chaque fois qu'il y ait ce genre d'incident, il puisse prendre les mesures qui s'imposent. Mais nous ne devons pas vous recevoir sans vous poser quand même une question concernant la politique, parce que vous êtes un acteur politique. Aujourd'hui, comment se porte le bière dans la commune d'Abomey-Calavi? Vous savez qu'au niveau du conseil communal, lors du dernier collectif budgétaire, il a semblé que les 18 conseils communaux que nous avons ont voté abstention pour le vote du collectif budgétaire parce qu'ils ont hésité certains amendements qui n'ont pas été pris en compte et ils sont passés à une conférence de presse pour expliquer les choses. Je crois que peut-être c'est cet incident-là qui a pour le moment, sinon dans l'ensemble, le DR se porte très bien. Nous espérons vous revoir très prochainement pour en débattre plus amplement. Monsieur Aboukonou Aubin, merci d'avoir été avec nous en plateau pour débattre des faits qui ont marqué l'actualité politique nationale. Merci beaucoup et merci aussi pour votre brillante intervention. Je corrige en disant que ce n'est pas Aboukonou Aubin, c'est Aboukonou Antoine. Aubin, c'est mon frère. Très bien, Aboukonou peut engager un autre. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, faites-le savoir et à samedi prochain pour un autre numéro.